Quelques mots sur le titre. L'information est un médicament comme les autres. Quand on y pense bien, l'analogie est assez forte entre les médicaments qui ont des indications, des dosages, qui peuvent avoir des effets secondaires et qui parfois ont des contre-indications et devraient ultimement produire des effets. Je pense qu'on a la même problématique en matière d'information en santé. Je vous donne pour exemple simplement si quelqu'un a accès à une fiche d'information pour une colonoscopie, par exemple. De connaître tous les diagnostics différentiels avant d'y aller peut être une cause d'anxiété importante et rendre la participation active à un test, un simple test, plus difficile pour la personne. Donc, le dosage de l'information est un des éléments qui fait partie de l'argumentaire que je vais défendre aujourd'hui. L'autre élément, d'où c'est venu cette question, c'est qu'il y a dans les communications médecins, patients, professionnels de la santé, patients, beaucoup de pertes, beaucoup de bruit, beaucoup de rétention d'informations pas toujours pertinentes. Et dans ce contexte-là, il faut se poser la question de comment on encapsule l'information de manière à la rendre plus efficace, plus efficiente. Et c'est dans cet esprit qu'on s'est demandé, mes collègues et moi, comment on pourrait améliorer les choses, comment on pourrait assurer une permanence de l'information qui est transmise entre un professionnel de la santé et son patient et d'une information plus précise. Parce qu'il y a des problèmes. Par exemple, lors d'une visite médicale, ici, on pointe que 36% des patients ne reçoivent pas d'informations relativement aux signes et aux symptômes à surveiller à la maison. Il y en a 64% qui ne reçoivent pas d'informations, à savoir qui contacter en cas de besoin. Ça vient, ces données-là, des études sur les visites jugées inappropriées au service d'urgence et des visites jugées par les professionnels de la santé comme étant inappropriées, même en première ligne. Alors, il y a un déficit d'information que les patients tendent à combler de toutes sortes de manières. Vous avez là des exemples de la manière. M. Bussière, ce matin, nous parlait de l'utilisation de Facebook, des forums spécialisés, des forums pointus, sans modération, sans modérateur. Et donc, il peut y avoir des spirales d'anxiété qui émergent de ça. Ce n'est pas qu'une bonne chose. Il faut également un contrepoids qui permette aux gens d'avoir un lieu d'échange, un lieu de connaissance partagée entre les professionnels de la santé et les patients. Alors, si aller partout sur le web, imprimer 100 pages pour se présenter chez le médecin n'est peut-être pas la solution optimale, est-ce qu'il y a un plan B? Il est très difficile de trouver une information qui soit bien dosée, qui soit de source fiable et qui soit là de façon permanente. Et c'est à essayer de régler ça qu'on s'est affairé. Mais avant de vous parler du petit projet qu'on a réalisé, je veux juste vous amener à travers 3 ou 4 recherches Google sur le mal de tête. Alors, j'ai mal à la tête, je tape ça dans Google, j'obtiens 10 300 000 résultats. Et ça commence par Canoë, ça commence comment déceler une urgence médicale chez Coup de pouce. Coup de pouce en 3e, plaisir santé, remède naturel contre le mal de tête. Alors, vous voyez un petit peu déjà le tableau qui se dessine pour le consommateur qui est à la recherche d'informations. Les gens ne se rendent pas beaucoup plus loin que le pli de la page souvent. Et on obtient ce genre de choses. Alors, allons un petit peu plus loin, puisqu'on est en train de contextualiser l'information. Regardons ce que le ministère de la Santé aurait à offrir si j'ai mal à la tête et je veux savoir ce que le ministère de la Santé veut me dire. Il va me parler du monoxyde de carbone, de la grippe saisonnière, de l'environnement intérieur, des troubles anxieux et du manque de fer dans la nutrition. Encore une fois, on est à un niveau de confusion potentiellement extrêmement intéressant. Il y a 89 500 références qui
associe ministère de la Santé et des Services sociaux et mal de tête. J'ai toujours mon symptôme, c'est plus simple de prendre une aspirine. Si je continue un petit peu plus loin, je vais revenir à Montréal puisqu'on est là. Alors, Agence de santé de Montréal et mal de tête. 7 540 000 références. Et ici, ben, on est en santé publique, donc c'est la chaleur accablante. Mais tout de suite, on tombe dans le Journal de Montréal, dans le smog, dans les moustiques porteurs. Alors, vous voyez un peu qu'on n'est pas en train de résoudre nos problèmes. On est en train de se dire, merde, j'ai toutes les maladies. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais aller voir le C3S d'une région où, théoriquement, j'habite. C'est le vôtre, ça? C'est votre C3S, jamais? Ah. Dr. Galarno est là pour témoigner. Il y a ici 27 000, on a moins de résultats, il n'y en a que 27 000. Mais on est encore en chaleur accablante, on est encore, où est-ce qu'on est? Des newsletters, la tension artérielle, la gastro-entérite. Vous voyez un petit peu que ça va dans toutes les directions. C'est ça le problème. On sait que les gens accèdent essentiellement aux moteurs de recherche grand public quand ils ont besoin d'informations. Et c'est extrêmement difficile de cerner, à moins d'avoir une formation, quelle qu'elle soit, mais à la rigueur, qui permet d'élaguer ou d'avoir accès à des bibliothécaires qui ont la vision de nous aider. Quand on est chez soi à 11h30 du soir, ou le matin, on se demande si on doit aller travailler, ça devient très difficile. Alors, l'idée de prescrire de l'information à partir d'un site qui soit bien ciselé, qui soit adapté aux besoins, qui a été prétesté dans la population et chez les professionnels de la santé, qui a été validé par les pairs, sous la gouverne des grands ordres professionnels, peut présenter un avantage intéressant. Il y a des fondements empiriques à des environnements que je qualifierais de riches en information. Par exemple, ici, si l'accès est facile, c'est une part importante du dossier personnel de santé. On en parlait ce matin, des dossiers personnels de santé. C'est encore un petit peu utopique. Tout le monde en parle, mais peu de gens y accèdent, peu de gens les utilisent. M. Bussière, qui nous apporte plein d'eau à notre moulin, disait que c'est sympathique d'avoir sa liste de médicaments dans son dossier personnel de santé, mais s'il faut saisir les médicaments soi-même, ça change pas mal la donne. Les études qui s'intéressent à cette question-là, j'ouvre une petite parenthèse médicaments, montrent que l'achalandage d'un site, d'un dossier personnel de santé où la liste des médicaments qui me sont prescrits est transposée automatiquement, ce site-là va être fréquenté 12 fois plus que si c'est moi qui ai à saisir l'information. Aussi, il va y avoir un peu moins d'erreurs. Donc, on est dans des environnements extrêmement intéressants. À l'appui d'un environnement riche en informations, je cite ici l'étude de Kaiser Permanente qui a été menée en 2009 auprès de 225 000 de leurs abonnés. Vous savez que Kaiser Permanente, c'est une coopérative d'assurance qui est propriétaire de ses propres hôpitaux et de ses propres cliniques médicales. C'est une coopérative d'assurance qui engage son personnel, qui détermine la qualité des interventions, qui a finalement une approche extrêmement organisée de la prise en charge en santé. Et ces gens-là se sont dit, ce serait intéressant maintenant qu'on a un dossier médical électronique de voir si un dossier personnel de santé pourrait être intéressant pour notre clientèle. Même eux ont de la misère, mais quand même, ils réussissent à avoir pas mal de monde. Ici, ils nous ont montré que les visites dans un environnement où on a cette qualité-là d'accès à l'information, le taux de visite ajusté pour le sexe et l'âge a baissé en première ligne de 26 %. Mais les visites téléphoniques programmées à l'avance sur rendez-vous avec un professionnel de la santé ont augmenté par un facteur de 8. Et en 2009, courriel n'était pas encore aussi actif que maintenant, puis les réseaux sociaux n'étaient pas encore nés. Les échanges de courriels sécurisés par un facteur de 6. Donc, il y a une espèce de transition du modèle traditionnel
j'ai un problème vague qui m'inquiète un peu, je vais prendre rendez-vous, puis je vais aller en parler à quelqu'un, à un univers où je regarde, essayer de bien décrire ce problème-là avec l'aide d'outils en ligne qui me sont fournis. Si je juge que je dois aller rencontrer quelqu'un, j'arrive préparé, j'aurai accès à l'information que je dois avoir observée avant de me présenter. Alors, vous voyez un peu la logique de créer cet environnement virtuel en, appelons ça, en pré-première ligne ou même avant d'appeler chez InfoSanté, d'avoir accès à ce type d'informations-là. Alors, les objectifs qu'on a poursuivis, puis c'est un projet de collaboration intéressant qui a mis en lien ce qui était alors le guide santé, c'est-à-dire le site d'information santé qui était sur le portail du gouvernement, qui était créé à partir de contenu d'une société qui s'appelle Medimed, à laquelle je suis associé. C'est la partie non académique de ma carrière. Et la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, notamment le Dr Pierre Rèche et Dr Guimont, qui sont responsables de la formation continue et qui, voyant l'existence de ce site-là qui était extrêmement sous-utilisé parce que pas publicisé par le ministère de la Santé, se sont dit, ben, ça serait peut-être intéressant que nos médecins puissent prescrire l'information à partir du site. Le site est là, il a été développé, on connaît les paramètres de son développement. Et les médecins pourraient peut-être référer les patients, une fois qu'ils ont donné les conseils spécifiques, leur dire, écoutez, allez sur le site, ce que je viens de vous dire là, vous allez le retrouver plus ou moins dans l'intégralité. Alors, on s'est dit, si on pouvait documenter la faisabilité d'aider les professionnels de la santé à informer les patients au sujet d'une pathologie, d'une condition médicale associée, puisque c'est ça qui se fait en première ligne, faciliter l'accès continu à l'information au patient et à son entourage. Hein? C'est un ajout intéressant parce que qu'est-ce qu'il t'a dit ton médecin? Ben, il m'a parlé de son voyage de pêche, puis il m'a dit « Oh, j'ai pas pris de notes, j'ai oublié. » Donc, l'entourage qui s'intéresse à mon bien-être peut voir également l'information et ça arrive au lieu et au moment où on en a besoin. Finalement, aider le médecin et les autres professionnels de la santé à sauver du temps et de la répétition, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de répéter souvent dans une pratique médicale. Alors ici, on devient transmetteur d'informations. On dit, écoutez, je vous raconte ça, vous allez retrouver cette information-là. Certaines cliniques pourraient même l'imprimer pour la personne si elle n'a pas accès à des services électroniques. Alors l'idée, c'était, est-ce qu'on peut prescrire? Alors on est parti donc du guide santé. Je vous parlerai du guide santé à la fin, mais au moment où le projet a été réalisé, une base de données de plus de 3000 sujets, dont plusieurs contenaient plusieurs pages, les plus souvent rencontrés concernant les problèmes de santé, les mesures d'auto-soin, de self-care et les pratiques préventives. L'information était pondérée, validée de manière rigoureuse, comme je vous disais, dans un modèle de validation par les pairs, et conçue de manière à être compréhensible à un niveau moyen de littératie. Nous ne prétendions pas résoudre le problème de la littératie en santé. C'est un vaste problème, il va en être question aujourd'hui. Vous allez voir, ceux qui ne s'y intéressent pas encore, que c'est un défi de taille. Mais avec l'avènement du multimédia facile, on peut espérer des progrès de ce côté-là. Le guide santé n'avait rien de ça, parce que le modèle initial qui a été proposé au ministère de la Santé contenait plus de 450 petites capsules vidéo qui évitaient aux gens d'avoir à lire du texte sur un écran. Mais pour des raisons techniques, ça n'avait pas été retenu, de sorte que tout ce qu'il y avait, c'était des pages non décorées de texte. Mais ça, c'est un problème d'affichage, c'est un problème de normes gouvernementales. Généralement, vous verrez, ceux qui fréquentent les sites gouvernementaux, que quand il s'agit d'un projet spécifique, une campagne par exemple, c'est sous-traité à des agences de publicité qui font des beaux sites flash très agréables. Et quand on revient au niveau gouvernemental, ça redevient assez sobre. Et finalement, la base de données faisait partie, comme je l'ai dit, du portail du gouvernement du Québec.
Ça avait l'air de ça. Et comme vous voyez, les sujets couverts étaient les problèmes de santé courants, tous les symptômes et les petits malaises de la vie quotidienne, les maladies, essentiellement les grandes maladies chroniques étaient couvertes ici, une base de données pharmacologique, et je parlais tantôt de l'ajustement de cette base de données-là aux besoins. Ça a été fait beaucoup avec les facultés de pharmacie de Laval et de l'Université de Montréal pour éviter de susciter de l'anxiété inutile et de positionner ce genre d'informations-là comme un trait d'union entre la personne et le système de santé. Pour les fins de l'étude, on a essayé de développer une liste des 100 sujets principaux, de leur assigner un code et permettre aux médecins de saisir le code. Chaque médecin recevait une tablette de feuilles d'ordonnance et le nombre de prescriptions a été comptabilisé. Alors, je reviens au mal de tête, je vous en ai parlé tantôt. La fiche mal de tête, elle a une mise en contexte, un motif justifiant de consultation et des conseils pratiques de self-care. Alors, c'est beaucoup plus facile d'accès. On va directement au sujet qui nous intéresse. Alors, on a suivi 14 médecins qui ont participé à ce projet-là sur une période de 31 jours. Il y a eu 161 sessions. Les gens ont reçu 5,19 prescriptions par jour. Et les sessions fructueuses ont été au nombre de 157. Je vous épargne là, sur le nombre de recherches que les gens ont fait. Et pour vous parler un peu du post-mortem, de cette mini-initiative, les médecins participants étaient très heureux de ce modèle-là. Mais ils ont proposé une simplification disant que le code alphanumérique, c'était trop compliqué de fouiller dans la liste, puis tout ça. Maintenant, c'était devenu l'inscription d'un simple mot-clé. Le moteur de recherche du site permettait d'identifier les recherches orphelines et de les ajuster en cours de route à toutes les semaines, de sorte qu'on arrivait à une saturation, c'est-à-dire qu'à peu près 98-99% des demandes étaient rencontrées en fonction de ce processus-là. On aurait aimé que ce soit plus utilisé, mais la conclusion de ça, c'est qu'un besoin comme celui-là est présent. Que son intégration à la routine de la pratique médicale n'est pas aussi simple qu'on pense. Ça fait partie d'une transformation du rapport du médecin avec le patient. Il y a des médecins d'exception qui sont les early adopters de ce genre de choses-là, qui font du teach-back ou toutes sortes de stratégies de communication, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on allait à la pêche avec des gens qui n'étaient pas formés. La formation, encore une fois, en gestion de changement, constitue un des éléments intéressants. La FMOQ était prête à continuer et à assurer dans ses formations un module de cette nature-là. La formation, j'en ai parlé, voilà, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ce qui est arrivé au Guide Santé, c'est que le ministère, dans la grande vague de coupures des dernières années, a décidé de mettre fin à son soutien, parce qu'il y avait un soutien annuel de mise à jour et de développement. Par exemple, il y a tout un pan de problématiques psychosociales qui sont en existence, mais qui n'ont jamais été mises en ligne. Et donc, on n'a pas été en mesure, avec la FMOQ, de continuer l'expérience, parce que le plan, c'était d'aller plus loin, puis d'éventuellement que ça devienne une offre pour tous les médecins de première ligne qui puissent utiliser cette ressource-là. Mais pour l'utiliser, il faut qu'il y ait un référent clair, mise à jour centrale, parce que tout le monde se mette à faire des fiches, c'est sympathique, mais juste pour vous donner un exemple, changer une recommandation dans une fiche, ça peut aller jusqu'à 55 échos ailleurs dans les bases de données. Ça prend des systèmes. Pour faire ça, ça prend un processus. C'est très encourageant d'un certain point de vue pour ce qui nous réunit ici, parce qu'on réalise que la profession médicale n'a pas besoin de se transformer complètement, toutes les professions de santé, pour arriver à une meilleure interface avec la clientèle, et que la clientèle peut ultimement, ayant accès à ce genre d'informations-là, stimuler la demande, augmenter la pression auprès du système de santé pour que la réelle participation active qui est évoquée partout, de mettre le patient au cœur du système, ait un substrat concret et pratique. D'un modèle idéal, ça peut devenir un modèle simple qui commence à des niveaux qui sont familiers pour tout le monde, et qui évolue vers les choses dont on rêve tous. Merci beaucoup.
patient santé, bibliothèque et bibliothécaire. Je vais commencer un petit peu par vous présenter ce qu'on fait. Et même un petit mot sur la bibliothèque comme espace physique, même si de plus en plus, on se définit plutôt comme un espace virtuel. Il y a quand même toujours un intérêt au lieu physique. Donc, référer un patient à la bibliothèque, premièrement, ben, ça a l'air simple à dire, mais oui, il y a l'accès à Internet dans les bibliothèques d'hôpitaux, les bibliothèques publiques, les bibliothèques universitaires. La majorité des gens ont bien sûr l'accès à Internet chez eux. Ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, ça peut être intéressant de pouvoir consulter des informations médicales sur un poste Internet ailleurs qu'à la maison, pas dans un café non plus Internet. Donc, la bibliothèque offre un environnement intéressant. À ce niveau-là, il va y avoir vraiment un coin délimité pour l'accès Internet, une section patient. Et ça va être en général un endroit très accueillant. Donc, c'est un petit point de base, mais que je trouvais intéressant de souligner. Le bibliothécaire en tant que tel, donc Daniel va vous présenter vraiment le patient, le proche du patient, arrive avec une prescription pour de l'information. Le bibliothécaire peut partir de là et aider le patient ou son proche à accéder à l'information sur Internet. Donc déjà là, un bon point. On va souvent aussi avoir des patients qui n'arrivent pas avec une prescription d'information. Donc, ils arrivent avec un besoin d'information, mais qui ne leur a pas été prescrit. Une des premières choses qu'on apprend quand on devient bibliothécaire, c'est à faire des entrevues de référence. Et un des grands principes, c'est la notion que très souvent, la première question qu'on nous pose n'est pas la question finale. Donc, c'est une des premières choses. Et à force de travailler, ça fait 20 ans que je travaille à la référence et ça demeure une réalité. Vous le faites sans doute vous-même aussi. On a tendance à juger la question la plus simple qu'on va poser et vouloir faire le reste du chemin par nous-mêmes. On le fait dans les magasins, on le fait à la bibliothèque, donc où se trouve le rayon pour tel produit. Et on va faire le chemin nous-mêmes après. Donc, les questions nous arrivent souvent sous cette forme-là. On est habitué, qu'on a un petit peu quand même développé l'habilité pour cuisiner les gens, donc cuisiner les usagers. Donc, partir de ce qu'ils nous disent, partir de cette question-là, y répondre, mais continuer, donc faire le chemin avec eux. C'est vraiment un bout fondamental de notre travail. C'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. Le dernier point, donc le bibliothécaire a du temps pour la recherche d'informations puisque c'est au cœur de son travail. Oui, c'est au cœur de notre travail. C'est pas vrai qu'on a toujours tant de temps que ça, mais cette partie-là est fondamentale. Donc, de répondre aux besoins de nos usagers, de répondre aux besoins d'information, c'est fondamental pour nous. On va mettre de côté les autres choses qu'on a à faire pour répondre à ce besoin-là. Et ça, je pense que c'est un point intéressant. Le fait qu'on est des professionnels de l'information. Et c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. De plus, le bibliothécaire se trouve souvent à l'extérieur ou en périphérie de l'équipe de soins. Mes collègues dans les hôpitaux travaillent très fort pour être intégrés au maximum dans des équipes de soins. C'est pas possible d'être intégré dans toutes les équipes de soins, bien sûr, et c'est pas possible dans tous les milieux d'y arriver. Donc, ça a souvent un mauvais côté. Moi, j'ai voulu soulever le bon côté de ça. C'est que le patient, quand il va voir le bibliothécaire, il va souvent assumer que le bibliothécaire est un petit peu extérieur à l'équipe de soins. Donc, il doit être capable d'exprimer très clairement le besoin d'information qu'il a. Il doit s'approprier ce qu'il a compris de ce que son médecin, ce que l'infirmière lui a expliqué, ce qu'il a retenu de ça, et il doit nous le transmettre, il doit nous l'expliquer. Donc, lui, en même temps, ça lui permet de faire le point en quelque part. Peut-être c'est la première fois qu'il doit ramasser tout ça et l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et nous, ça nous permet aussi de voir où il en est, qu'est-ce qu'il a compris, de quoi on parle. Donc, je trouve ça, c'est un point intéressant qu'on soit un petit peu à l'extérieur très souvent, même si mes collègues dans les hôpitaux vont dire oui, mais on travaille très fort pour être le plus intégré possible. Il y a quand même du bon côté à ça, qu'on ne soit pas directement là, dans l'équipe. Que le patient assume qu'on va tout savoir, tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de nous expliquer, on va répondre à son besoin directement. Et aussi, le risque de biais aussi, quand la personne est au courant du dossier, des décisions thérapeutiques qui ont été prises, il peut avoir un biais par rapport à l'information que cette personne-là va fournir au patient. Les bibliothécaires risquent
de ne pas avoir ce biais-là, donc d'avoir peut-être un peu plus d'ouverture de ce côté-là, même si souvent les biais sont inconscients. Le fait de savoir un petit peu tout le dossier du patient peut avoir cet inconvénient-là. Je reviens à l'espace. Donc, les bibliothèques, entre autres dans les hôpitaux, vont avoir des espaces séparés pour leurs deux clientèles. Donc, soit deux bibliothèques vraiment différentes, ou soit à l'intérieur même de la bibliothèque, ils vont avoir une section à part là, pour les patients, une section à part pour les professionnels de la santé. Donc, ici, vous avez une photo qui provient du centre d'information pour l'usager, c'est proche, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, il va être vraiment une section à part. Donc, physiquement à part, évidemment, l'espace web va être séparé aussi. Donc, les ressources pour les professionnels et les patients, ça va être séparé. Et des collections adaptées aux deux clientèles. Donc, la deuxième partie de ma présentation, ça vient toucher beaucoup ce que je fais moi et ce que je fais pour différentes sources Internet. Donc, comment on va sélectionner nos ressources. Donc, les patients ne nous arrivent pas nécessairement avec une prescription pour une ressource spécifique. Donc, on a un chemin à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va donner comme information aux patients? Donc, je voulais un petit peu vous montrer qu'est-ce qu'on regarde. C'est un petit peu les critères que tout le monde utilise. Donc, je vais passer à travers ça. Donc, je vous montre les critères. Ils sont appliqués de différentes façons par différentes personnes. J'ai eu quelques conversations avec des collègues qui ne voyaient pas les choses tout à fait comme moi. Donc, je pourrais mettre des bémols là-dessus. Je vous présente vraiment ma façon de les appliquer. Donc, les critères pour évaluer un site web, l'autorité de la source, la qualité et la validité du contenu, la mise à jour et la facilité d'utilisation. Pour la présentation de ce matin, j'ai ajouté en parenthèse donc, le niveau de littératie. Donc, autorité de la source, on va beaucoup travailler là, pour les sites grand public là, avec des sites gouvernementaux, donc principalement québécois, donc en français, canadien, américain, donc canadien-américain, quand on peut aller chercher aussi des choses en anglais. Il y a énormément de très bonnes sources aux États-Unis. Sites universitaires reconnus, donc on va suivre le même pattern aussi. Le Québec, Canada, États-Unis aussi. Donc, aller chercher des institutions fiables. Organismes de santé reconnus, encore là, on s'en tient beaucoup à l'Amérique du Nord. On va aller aussi chercher les organismes internationaux. Les centres hospitaliers. Il y a énormément de ressources intéressantes pour les patients qui sont des sites faits par les centres hospitaliers. Donc, j'ai quelques images. Donc, je suis allée chercher une capture d'écran de Santé Services sociaux Québec. Donc, ils ont un site qui est problème de santé. Vous avez différents problèmes de santé qui se retrouvent là-dedans. Extenso, qui est à l'Université de Montréal, la clinique de nutrition. Ils sont très reconnus, ils utilisent des données probantes. Donc, on connaît souvent certains sites qu'on va savoir qui sont fiables. Donc, des associations, Ostéoporose Canada, les associations canadiennes, je fais toujours attention aussi à la qualité du français. Parfois, on a des surprises. Et là, souvent, c'est un choix un petit peu difficile de se dire, bon, est-ce que quelques fautes de français, ça rend l'information qu'on considère qui est plus ou moins valable, ou est-ce qu'on laisse passer parce que quand on regarde, le contenu est bon? Ça aussi, ça dépend un petit peu des gens là, qui accèdent. Et j'ai pris un hôpital, l'hôpital Douglas, qui est affilié à McGill, qui ont une bonne section en français aussi. Donc, c'est beaucoup là-dedans qu'on va travailler, qu'on va se sentir confortable. Ça va être dans ces sites-là. Je vous ai mis un extrait d'un article qui est paru en décembre 2012. Donc, ils avaient regardé les recommandations pour un sommeil sécuritaire pour les bébés. Et ils avaient obtenu les résultats suivants. Donc, sites gouvernementaux et d'organisations. 80 72,5 % respectivement, l'information était exacte. Bon, ils ont pris délibérément un sujet qui n'est pas si complexe que ça. Et ensuite, ils indiquaient donc les blogs, les sites commerciaux, les sites individuels, le pourcentage d'exactitude allait diminuer. J'utilise cette ressource-là. Je suis très sensible à la manipulation de l'information et ça me fatigue énormément qu'ils aient inversé leurs chiffres. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais souvent remarquer. C'est une référence tout à fait valable, mais vous voyez que quand ils parlent des sites qu'ils ne recommandent pas, ils ont été chercher le pourcentage
excusez, d'inexactitude. Alors que quand ils parlent des sites solides, valables, ils ont pris le gros pourcentage. Donc ça, même dans des ressources extrêmement solides, ils vont utiliser ces techniques-là un peu pour, dans un sens, c'est manipuler l'information. Donc ce qu'on retient, c'est que le blog, on retient 30.9. Il faut se dire que c'est 30.9, mais si on le met dans le même chiffre qu'on a en haut, c'est pas si loin du 72.5. Donc je le dis comme ça un petit peu pour vous dire, oui, j'ai des critères très stricts dans ce que je sélectionne, mais des fois, je vais quand même me dire, OK, oui, je sais qu'ils ont manipulé un petit peu leur façon de présenter, mais c'est valable ce qu'ils ont là. Donc, il faut utiliser notre jugement aussi là, quand on fait notre sélection d'informations. Point 2, qualité et validité du contenu. Bonne qualité de l'écriture, bien évidemment. Il faut que ça soit facile à lire. Donc, les notions aussi de littératie en santé. Donc, est-ce que les phrases sont relativement courtes? Est-ce qu'il y a 5 adjectifs différents dans la même phrase? Probablement que ce n'est pas un bon choix. Donc, clair, court, bien présenté, une bonne qualité d'écriture. Absence de biais ou de point de vue particulier. Souvent difficile à déceler. Le biais, on va souvent le trouver quand on consulte plusieurs sites. Quand on consulte uniquement un site, le biais n'est pas toujours évident. Donc, le biais, ce n'est pas nécessairement de l'information fausse qu'ils ont mis, c'est de l'information qu'ils ont choisie. Donc, d'où l'importance d'aller chercher souvent plus d'un site. C'est ça qui va nous permettre de dire, OK, eux ont présenté cet aspect-là. Si je vais ici, ils vont présenter d'autres choses. Ça nous permet d'avoir un portrait global. Donc, à mon sens, c'est souvent la chose la plus difficile à déceler. Il y a eu un biais au niveau de l'information qui est incluse dans le site. Est-ce que le but du site et le public cible ont été bien identifiés, à qui ça s'adresse et pourquoi ils font ce site-là? L'absence de produits à vendre, encore là, l'information peut quand même être bonne, mais moi, a priori, je ne vais pas sur ces sites-là quand ils ont quelque chose à me vendre. Et bon, faute de temps, on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Moi, du moment qu'il y a une extension .com, je le mets de côté. Des sites produits par une compagnie pharmaceutique, je sais qu'il y en a qui produisent la bonne information. Je ne pense pas que c'est à moi de juger, je m'en méfie, donc je vais les mettre de côté, à moins qu'un professionnel de l'équipe de soins va me dire « oui, ça c'est un bon site, ça on vous le recommande ». Mais sinon, je vais avoir le réflexe de me dire « non, oui, l'information va être probablement exacte, mais le biais pourrait être assez grand ». Donc, j'ai cet exemple-là que j'utilise. Je donne une formation aux étudiants de pharmacie. Je les ai tous en même temps devant moi. Ils sont 200, ils ont leur portable. Et je leur fais faire la formation d'1 heure avec des quiz. Donc, ils ont à répondre en ligne à un sondage et ils ont à faire donc 5 quiz. Le premier que je leur demande, je les envoie sur ce site-là. Et je leur demande, êtes-vous capable de me dire qui produit ce site-là? Et si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir si vous êtes capable de trouver que ce site-là est produit par la compagnie pharmaceutique Eli Lilly. C'est très difficile. Si vous ne savez pas qu'il existe des sites d'enregistrement où on est obligé d'enregistrer le nom de notre site et qui l'enregistre, c'est extrêmement difficile. En général, dans mon lot de 200, je vais avoir 1 ou 2 étudiants qui réussissent. Et je vais lui demander de l'expliquer à la classe. Mais en général, c'est un gars qui est tout au fond de la salle, qui lève sa main et qui va dire « c'est Eli Lilly, je l'ai trouvé comme ça ». Et tout le monde le regarde et va dire « OK ». Donc, oui, c'est marqué là-dedans, tout ce qui est marqué que c'est une société pharmaceutique. Un site qui n'exprime pas clairement qui le produit, ça m'embête. Okay? Donc ça, j'écarterai ça. Ici aussi, donc les producteurs laitiers du Canada, je risque d'avoir un biais. Alors, si quelqu'un m'arrive avec ça, je ne vais pas dire que l'information est mauvaise. Je vais probablement dire on va regarder autre chose aussi. Qualité et validité du contenu. Malheureusement, il y a beaucoup de sites web qui sont conçus pour le grand public qui n'ont pas de référence. Donc, Dr Perrault a mentionné, ou en tout cas j'ai entendu ce matin, la question de référence, donc c'était M. Bussière. Moi, pour nous, les bibliothécaires, avoir des références, c'est primordial. Il n'y a pas personne qui met de l'information sur Internet solide qui n'a pas consulté de référence. Il y a pourtant énormément de sites pour le grand public que les références ne sont nulle part. Donc, encore là, à balancer en trouvant d'autres sources. La mise à jour, Agence de santé publique du Canada, je suis tombée sur cette page-là, la dépression pendant la grossesse.
une référence de 99, une de 77, et les deux liens sont impossibles à accéder. Et pourtant, en bas, vous avez date de modification, le 3 mai 2012. Faites attention aux dates de modification. C'est la modification du site web, pas la modification du contenu. Donc là, les références deviennent très intéressantes dans ce cas-ci. Donc, faire attention que l'information n'est pas périmée. Facilité d'utilisation, donc un petit mot sur la littératie. Je vous ai mis les données suivantes qui me semblent tellement grosses que j'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, les chiffres démontrent que 60% des adultes et 88% des personnes âgées au Canada n'ont pas les compétences nécessaires pour trouver, comprendre et utiliser l'information de manière à pouvoir prendre de bonnes décisions pour leur santé. Donc, extrêmement troublant. On n'a pas nécessairement les outils, les bibliothécaires. Je perçois aussi que les professionnels de la santé se sentent aussi un petit peu démunis face à ça. On a certains outils pour évaluer la littératie, le niveau de littératie de l'information, mais le niveau de littératie des patients, on est un peu démunis face à ça. Donc, je comprends que le colloque, ces 2 jours-ci, va beaucoup toucher là-dessus. C'est d'un grand intérêt pour nous aussi. Je vous ai mis un lien, vous pourrez aller consulter, la présentation va être disponible. Donc, bonjour docteur. C'est un petit film, un petit vidéo fait par des adultes en alphabétisation. Il est disponible sur Internet, donc vous pouvez le consulter. Très, très intéressant. Et ça, c'est vraiment plus ma partie à moi, parce que c'est ce genre de patient-là qu'on va avoir à l'université. Quand le patient veut aller au-delà de l'information destinée aux patients, moi, les patients que je vois à l'Université de Montréal, ils ont monté la montagne, ils ont monté au 6e étage du pavillon principal, sont rendus en dessous de la tour et là, ils ont accès au savoir médical. Ce qu'ils veulent, c'est ce que consulte leur docteur. Mais que nous, on essaye de dealer avec ça. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Ils viennent chercher de l'information scientifique qu'ils veulent, pas de l'information écrite pour les patients. Donc, quelques petits trucs qu'on va utiliser. Donc, on va cibler des ressources en pratique factuelle qui sont conçues pour être utilisées par le professionnel de la santé lorsqu'il discute avec le patient. Donc, c'est pas conçu pour être consulté par le patient en tant que tel, mais le fait que les points là-dedans vont vraiment aider le dialogue entre les deux, bien, c'est des ressources qu'on va utiliser. Donc, par exemple, la boîte à décision faite par la faculté de médecine, je pense que c'est médecine familiale, à l'Université Laval. Donc, ils ont 5 ou 6 boîtes à décision. C'est conçu pour le clinicien qui regarde ça et ça lui dit quelles questions poser au patient. C'est quelque chose qu'on peut soumettre au patient comme source d'information quand il veut aller chercher ce que son clinicien consulte. Les résumés Cochrane, la collaboration Cochrane, donc des résumés, des revues systématiques. Ils ont toujours un résumé écrit en langage clair pour le patient. Et ces résumés-là existent aussi en français. Donc, je vous ai mis toutes les adresses si vous voulez pousser plus loin. Donc, ça aussi, c'est une ressource qu'on va utiliser. Encyclopédie médico-chirurgicale, on l'a en version papier à l'Université de Montréal. C'est notre Bible, on l'utilise énormément. Et tous les résidents du Québec ont le droit d'y accéder en ligne. La BANQ a un abonnement. Donc, tous vos patients, tous les proches de vos patients ont accès à cette ressource-là s'ils sont abonnés à la BANQ. Très bonne ressource, l'information en français, résumé, 2-3 pages maximum. On l'utilise énormément à l'Université de Montréal. Et pas mais, on n'a pas le choix parfois. On va cibler des revues de la littérature. Donc, ici, j'ai pris un article qui est dans Clinical Evidence. C'est une ressource de pratique factuelle pour les cliniciens, mais une information très condensée, très succincte, visuellement claire. Donc, c'est conçu pour les cliniciens qui ont à prendre une décision rapidement. Donc, l'information, elle est écrite de façon vraiment très, très claire. Un dernier petit mot, la santé, les bibliothèques publiques. On s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à ce que l'information sur la santé se trouve dans les bibliothèques publiques. Parce que souvent, les patients et leurs proches vont déjà à leur bibliothèque publique. Ils ne veulent pas nécessairement aller à la bibliothèque de l'hôpital. Oui, c'est intéressant c'est intéressant que ça se développe. La bibliothèque publique est quelque chose qui est souvent déjà connu. Donc, il y a des initiatives de ce côté-là. Aux États-Unis, il y a un très, très gros projet. Ils ont eu beaucoup de fonds du gouvernement, donc le National Network of Libraries of Medicine. Ils ont formé des bibliothécaires dans les milieux publics pour pouvoir répondre aux questions en santé qu'ils recevaient. Et au Québec, il y a le projet BiblioAidant. Ils ont 11 thèmes présentement. Donc, c'est restreint à ces 3 bibliothèques-là. Vous avez Repentigny, l'Assomption, Charlemagne pour le moment.
Et ils sont en train de voir d'avoir une expansion pour toutes les bibliothèques publiques au Québec. Donc, ils ont 11 dossiers thématiques qu'ils fournissent aux aidants naturels, qui vont leur donner des ressources sur différents thèmes. Donc, la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, l'autisme, etc. Donc, je termine octobre et doublement le mois des bibliothèques. Donc, c'est le mois des bibliothèques de la santé. Vous avez à gauche le Saving You Time So You Can Save Life. C'est la MLA, Medical Library Association. Et c'est aussi le mois des bibliothèques en général au Canada, donc toutes les bibliothèques. Passez nous voir, ça nous fait plaisir. Vous avez des idées de collaboration avec les bibliothécaires dans vos établissements. Ne soyez pas gênés, venez nous voir, on est toujours ouverts à ces propositions-là. Donc, j'ai les remerciements ici. Daniel a eu la chance d'avoir une stagiaire qui a fait une recension des écrits sur la prescription d'information. Et j'ai différentes personnes qui m'ont fourni les photos. Et vous pourrez consulter les sites web que j'ai mentionnés dans ma présentation. Je vous ai mis toutes les adresses. Donc, merci. Alors, voici le plan de la présentation. Donc, on a fait une revue de littérature. Je vais vous parler de la prescription d'information, les projets et certains constats suite à ces projets-là. On a eu la chance d'avoir une bibliothécaire qui a fait une recension des écrits et ça s'est fait dernièrement en juin 2013, donc c'est assez récent. On a fait des recherches dans les banques de données importantes en médecine et avec une terminologie comme information therapy, thérapie de l'information, prescription d'information. Et on a relevé 58 références qui étaient pertinentes. Donc, on s'est basé un petit peu là-dessus, sur ce qui avait été fait pour préparer notre présentation et aussi partager l'information avec Monique qui fait la présentation avec moi. Donc, selon l'étude de Kessel sur la rétention de l'information médicale, c'est un peu troublant. On voit que de 40 à 80 des éléments qui ont fait l'objet de la discussion avec le médecin sont immédiatement oubliés par le patient. Donc, c'est très préoccupant, ça démontre qu'il y a un problème. Et il y a près de 50 de l'information retenue qui est incorrecte. D'où on pense à prescrire de l'information. Parce que c'est vraiment... puis ça, c'est en 2003, donc ça fait quand même 10 ans. Donc, la prescription d'information, ce qu'on va donner, c'est une information fiable, récente, neutre, vulgarisée, qui pourrait être mise au patient par la bibliothécaire. Et on peut avoir une forme écrite, électronique ou multimédia dans le sens qu'on pourrait suggérer des vidéos aux patients, des tutoriels, des CD. Alors, donc, pourquoi utiliser la prescription d'information? Bien, naturellement, c'est pour communiquer les besoins documentaires que le patient pourrait apporter à la bibliothécaire. Alors, qui peut prescrire de l'information au patient? C'est l'équipe multidisciplinaire qui gravite autour du patient. Ça peut être autant le médecin, l'infirmière, le pharmacien. Et, alors là, je parle de l'équipe multidisciplinaire et ici, c'est l'équipe interdisciplinaire. On fait des distinctions entre les deux, mais quand même, l'équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire pourrait prescrire de l'information. Et on utilisait cette petite diapositive-là en disant que le patient est au centre, mais maintenant, le patient fait partie de ce cercle-là aussi. Le patient est partenaire. Donc, alors, pharmacien, infirmière, bibliothécaire et médecin. Ici, vous avez une photo, une image, en fait, de l'aire d'attente au Centre intégré de cancérologie de Laval. Le Centre intégré de cancérologie de Laval, c'est très récent. Et le centre de documentation, il a été créé suite à une demande du programme régional de cancérologie à Laval. Et alors, on a créé un centre de documentation exclusivement pour les patients et leurs proches. Ici, vous voyez le bureau de la bibliothécaire avec un patient. Elle donne de l'information. Et c'est attenant à la salle d'attente.
Alors, les bibliothécaires, habituellement, c'est toutes des personnes qui ont un baccalauréat, soit en biologie, sciences infirmières, en pédagogie, et ça peut être dans d'autres disciplines aussi. Et c'est complété par une maîtrise en sciences de l'information. Et les bibliothécaires qui travaillent dans les bibliothèques, très souvent, ont des expériences dans le milieu de la santé. Ça aide quand on a des recherches à faire. On nous demande aussi, quand vous donnez de l'information aux patients, est-ce que vous allez seulement sur Google puis vous cherchez, par exemple, asthme, hypertension et tout? On a des outils et entre autres, là, je vous présente 2 livres de référence. Ce sont des livres de référence américains de la Medical Library Association. Le premier, c'est Medical Library Association Guide to Cancer Information. Les Américains se sont penchés beaucoup sur toute la problématique de l'information reliée au cancer. Et le deuxième, Answering Consumer Health Questions. Donc, c'est un peu comme, je ne pourrais pas dire nécessairement la base parce que nous, on est au Québec, mais c'est des choses qui peuvent nous donner des pistes, qui nous aident et qui nous donnent des idées aussi. Alors là, je vais vous parler des projets. Donc, le Centre de documentation pour les personnes atteintes de cancer, comme j'expliquais, c'est exclusivement réservé aux patients et à leur famille. Et actuellement, il y a un projet de prescription d'information avec le programme régional de cancérologie de Laval. Et ça va être en marche. En fait, on va rencontrer des gens en comité à l'automne. Et ça devrait se développer dans les prochaines semaines, on espère bien, et aboutir à quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Donc, actuellement, ce qu'on a développé, pour l'information patient, la prescription d'information, ça je vais en parler, on a un babillard électronique aussi. Alors, le babillard électronique, c'est dans la salle d'attente où sont les patients. Et il y a de l'information qui se déroule, par exemple, sur toutes sortes de sujets. Les patients qui ont perdu leurs cheveux à cause de la chimiothérapie, bien là, ils doivent porter des foulards et tout. Alors, il y a différentes façons de nouer des foulards. Alors, on entretient un petit peu les patients en attendant qu'ils rencontrent le médecin. On a développé aussi un portail web avec un guide de ressources. Alors, il y a un site Internet, d'ailleurs, j'ai apporté des signets. Si vous êtes intéressé, vous pourrez prendre les signets. Il y a des adresses pour le site Internet et puis le site, le blog aussi. Et pour chacun des types de cancer, on est allé chercher des liens, des hyperliens, de l'information valide. Souvent, ça peut être des choses qui proviennent d'organismes. Il y a des choses comme sur la Société canadienne du cancer. Et alors, il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les patients? Alors, des ressources qu'on a trouvées. Il y a aussi un blog pour donner l'information, les dernières nouvelles et tout ça. Donc, tout ça, c'est public. Vous pouvez avoir accès à ça avec l'adresse que vous allez retrouver sur le signet. Alors ça, c'est un exemple, je ne sais pas si vous voyez clairement, un exemple de prescription d'informations qu'on a commencé à développer. En fait, au CICL, le Centre intégré de cancérologie de Laval, il y avait une bibliothécaire qui était là 3 jours semaine au début. Et malheureusement, il y a eu une réallocation de budget qui a fait que finalement, on se retrouve là seulement 7 heures par semaine. Et il y avait eu cette ébauche-là de prescription d'information. Alors, si vous regardez, vous avez les types de cancers. Tous les types de cancers sont indiqués et aussi les soins et les services. On a chimiothérapie, radiothérapie, comment parler aux proches, la gestion du stress, l'alimentation, cesser de fumer et des commentaires. Alors, le médecin pourrait remplir ce formulaire-là, ou ça pourrait être une infirmière ou une pharmacienne, et ensuite remettre cette prescription d'information-là au patient, et le patient nous apporte ça, et nous, on va l'aider. Naturellement, c'est vraiment important d'avoir une information claire et précise de la part du médecin aussi, parce que, par exemple, un patient qui arrive et qui nous dit « Moi, j'ai un cancer des os, puis c'est des métastases osseuses », c'est pas la même chose, c'est pas la même information qu'on va lui donner. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment des informations précises.
Alors ça, c'était comme une ébauche d'information, de prescription d'information qui a été développée. Il y a eu comme plusieurs essais. Mais là, ce qu'on veut faire éventuellement, c'est avoir une prescription d'information électronique. Alors c'est ça le projet qui va débuter dans les prochaines semaines. Puis la prescription d'information, ça s'inscrit vraiment dans le concept de patient partenaire et ça a vraiment pour but d'aider le patient à prendre confiance suite à l'annonce d'un diagnostic, puis aussi à l'aider à connaître la maladie, puis aussi à l'aider à prendre des décisions éclairées. Il y a une étude de besoin qu'on a faite en 2011 au CICL, qui a été faite auprès des professionnels, et la majorité des personnes étaient favorables à compléter une prescription d'information et à remettre aux patients qui, eux, remettraient ça aux bibliothécaires. Alors, actuellement, ce qui existe en ligne, ce que vous pouvez retrouver sur le site, on a ici à gauche le petit logo de prescription d'information. On a un formulaire en ligne où le patient va inscrire le prénom, le nom et un petit message. Actuellement, ils peuvent utiliser ça pour communiquer avec nous, avec les bibliothécaires. Mais très souvent, ce qui arrive, c'est que les patients se présentent directement parce qu'on est assez visible, on est dans la salle d'attente, à côté de la salle d'attente, donc les patients vont venir nous voir et puis vont nous poser des questions. Puis ils se sentent assez bien, assez à l'aise de venir nous voir aussi parce que c'est toujours un peu comme formel dans le bureau d'un médecin ou avec les infirmières, les pharmaciennes, alors que nous, on est là pour ça aussi, pour l'information. On a toute une série de livres, on a une série de dépliants aussi. Donc, je pense qu'ils se sentent assez à l'aise. Suite aux statistiques qu'on a fait, les sujets qui étaient préférés par les patients, on se fie sur qu'est-ce qui a été emprunté, puis l'information que nous, on a donnée, c'était l'alimentation, la méditation, relaxation, les témoignages, le cancer du sein qui est un cancer majeur, la chimiothérapie et tous les aspects psychologiques du cancer. C'était les sujets préférés des patients. Et comme rétroaction, les patients, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la documentation les aidait à mieux vivre leur traitement. Et puis la documentation aidait aussi à bien informer les proches aidants. Et au point de vue mental, bien, ça les aidait aussi à faire face à la maladie, puis à l'aborder plus facilement avec leurs proches. Et là-dessus, j'ai comme une anecdote. Il y avait une dame qui est venue avec son conjoint qui avait un cancer. Et alors, elle est venue s'asseoir avec moi, puis elle dit, bien, vraiment, c'est important que vous soyez là, parce que déjà, quand on nous fait l'annonce que quelqu'un de notre famille a un cancer, c'est tellement difficile de passer à travers ça. Puis la personne qui a le cancer, souvent, elle ne veut pas s'occuper trop de tout ce qui est documentation. C'est souvent le conjoint ou la conjointe qui vient nous voir. Puis dans le cas de cette personne-là, son mari souffrait d'un cancer grave et tout. Cancer, je pense que c'est toujours grave là, pour quelqu'un qui a un diagnostic. Alors, elle est venue nous voir, puis on a cherché ensemble à trouver de l'information. Et puis, mais c'est dans un cadre où les gens se sentent plus détendus. Ils comprennent que nous, on a du temps à passer avec eux aussi. Alors, nos statistiques aussi démontrent que les patients et les proches ont besoin d'informations. Alors ça, disons que pour le CICL, s'il y en a qui veulent avoir plus de détails, je vous en donnerai tout à l'heure. Je vais passer à autre chose. L'unité de médecine familiale de l'hôpital de la Cité de la Santé au Sainte-Croisesse de Laval, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du projet d'Avinci. Ça fait quand même depuis 2006 que ce projet-là existe. J'ai travaillé à ce projet-là aussi. Et c'est un système de suivi de soins intégrés qui est centré sur le patient, puis qui intègre une bibliothèque virtuelle. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute de l'information pour les patients et aussi pour les professionnels dans la bibliothèque virtuelle. Alors, j'ai commencé en 2006 à faire ça. C'est sûr qu'il y a toujours une question de mise à jour et tout. Et les professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, infirmières, à ce moment-là, peuvent utiliser cette information-là parce que la façon dont c'est organisé, ils ont un petit bouton et tout, lorsqu'ils rencontrent le patient, ils peuvent imprimer l'information et remettre ça au patient. Donc ça, c'est une autre façon de communiquer de l'information au patient.
Ensuite, il y a le cas de l'hôpital général juif qui a eu une expérience qui était très intéressante aussi. L'hôpital général juif, le Herzl Family Practice Center, a décidé d'avoir une bibliothécaire qui était sur place 7 heures par jour. Alors, quand les patients se présentaient, les médecins pouvaient donner une prescription d'information et les patients allaient voir le bibliothécaire. C'était un projet pilote qui a duré 39 mois et ça s'est arrêté parce que le projet était fini et la bibliothécaire, elle était affectée à autre chose. Alors, elle a travaillé avec des résidents pour observer en fait l'interaction des résidents avec les patients. Et là, elle était comme plus en mesure d'identifier les besoins des patients. Alors ici, vous voyez, c'était la prescription d'information. Et ce qui arrivait, c'est qu'elle inscrivait sur un formulaire de consultation l'information qu'elle donnait au patient, et ça, c'était consigné au dossier médical du patient. Donc, si vous voulez en savoir plus, elle a fait un article, cette bibliothécaire-là, et aussi il y a un PowerPoint. Donc, je vais passer vite là-dessus parce que vous allez avoir accès, puis vous allez pouvoir aller lire ça. Mais actuellement, les services actuels de prescription d'information à l'hôpital général juif, il y a un centre de ressources pour les patients et leurs familles sur le site Internet de la bibliothèque. C'est vraiment très intéressant. Il y a aussi un service satellite au département de gynécologie, de gynéco-oncologie. Il y a aussi l'Université du Manitoba qui a développé une prescription d'information en 2001. Donc, vous voyez ici, ça vous donne une idée de la requête d'information pour les patients. Et dans ce petit article-là, on incite les médecins à utiliser la prescription d'information, à remettre à leurs patients. Alors, il y a aussi, ça c'est vraiment très intéressant, aussi le Eskin Biomedical Library qui a développé le Patient Informatic Consult Service. C'est à Nashville, au Tennessee, et ça existe quand même depuis 2001 et ça fonctionne encore très bien. Et il y a deux versions, en fait, il y a 2 pages à cette prescription d'information. La première page, c'est le médecin qui écrit sa prescription, que vous ne voyez pas. La deuxième page, cette partie-là, vous voyez des informations sur le patient. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le type d'information que le patient préfère. En fait, c'est que pour la question du niveau de littératie, qui est toujours une problématique, ça ne repose pas sur l'épaule du professionnel dans ce cas-là. C'est qu'on dit au patient, est-ce que vous voulez de l'information générale, intermédiaire ou avancée? Alors, l'information générale, ce serait pour des personnes qui auraient peu d'expérience ou peu de connaissances en information de santé. Ensuite, intermédiaire, un peu plus de connaissances, et avancé, ça peut même être de l'information pour des professionnels de la santé qui voudraient en savoir plus sur un sujet. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Et puis, il y a toute une autre section où on fait signer le patient en lui disant on n'a pas accès à votre dossier médical, votre médecin va recevoir l'information qu'on vous a envoyée aussi. Alors, toute une série d'informations qu'on leur donne. Il y a aussi, en Angleterre, un programme qui est très connu aussi, qui est le NHS Choices, Information Prescription Service, qui est complètement électronique. Alors, vous entrez la maladie ou le traitement, aussi simple que ça, et vous appuyez sur le bouton Start, et ça va générer soit de l'information qui est préparée, en fait c'est le choix de l'éditeur, ou bien, si vous voulez avoir une information de base, alors vous faites un choix, c'est vous qui décidez du choix que vous voulez. Il y a aussi des ressources communautaires aussi auxquelles vous pouvez avoir accès. Et là, complètement en bas à gauche, vous créez vous-même votre propre prescription d'information. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui est complètement électronique en Angleterre. Aux États-Unis, en fait, on revient, il y a le programme qui est très connu de la National Library of Medicine qui s'appelle Medline Plus. Et on a voulu faire, en fait, ce qu'on a dit aux médecins, c'est soyez le site qui est prescrit par les médecins. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir ça, ce site-là, il y a des petites vidéos, c'est interactif, c'est de l'information claire, vulgarisée, et c'est très, très coloré.
Alors, c'est sur Internet, vous allez pouvoir avoir accès à ça facilement. Très intéressant. Il y a aussi deux autres choses qui existent. C'est l'industrie de la prescription d'information. Il y a MedIncentive, il y a Healthwise. Alors, MedIncentive, c'est un .com. Lorsque vous regardez l'adresse, c'est Healthwise, c'est un .org. Alors, Healthwise, c'est un organisme à but non lucratif. Ils offrent des solutions et des produits qu'ils vont vendre. Et ils sont assez, disons, Healthwise, on les retrouve aussi dans les milieux, dans les pays en voie de développement aussi. Et MedIncentive, eux, ils ont une rétribution financière pour les médecins et les patients qui respectent certains standards qu'ils ont établis. Alors, les constats, disons, les barrières à l'implantation du service de prescription d'information, souvent, c'est le manque de temps et la réticence des médecins, des professionnels ou des patients. Il pourrait avoir un problème de niveau de littératie, contexte multiculturel. Il y a aussi la question de l'accessibilité, de la qualité de l'information, puis aussi parfois un format inapproprié de la prescription d'information. Parfois, juste envoyer vers un lien, ce n'est pas suffisant. Et ensuite, les impacts positifs de la prescription d'information, c'est que le patient a une meilleure connaissance de la maladie et le patient prend en charge sa santé. Et le patient est aussi intégré dans un continuum de soins. Et pour la communication patient-équipe médicale, grande satisfaction. Donc, pour en savoir plus, je vous ai mis seulement 2 références, mais quelqu'un qui est intéressé, je pourrais leur en donner plus. Et merci à Laure Brasseur, bibliothécaire, pour la recension des écrits et à l'équipe de bibliothèque du C3S de Laval pour son soutien. Alors, c'est terminé. Merci.